Astrid, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Très honnêtement, je parle pour moi, mais je pense que tes spectateurs, ça va être pareil. Vous nous avez quand même scotché dans le film, par votre passion, par votre énergie, par votre courage, par votre engagement. Enfin, c'est honnêtement assez sidérant. Donc vous êtes l'une de ces foulards noirs. Ça s'est imposé comment l'idée de ce mouvement de femmes? Ça s'est imposé dans la suite des mouvements d'hommes qui avaient eu lieu les années auparavant pour pouvoir sauver l'agriculture, c'est toujours le grand mot. Et donc elles ont décidé de soutenir leur mari en montant un mouvement un peu plus féminin. Alors est-ce qu'on peut avoir des nouvelles, évidemment? On voudrait en avoir de Ludivine, de Stéphanie, de Charlène. Oui, Charlène, ça va. Ils attendent forcément toujours leurs aides bio. Ils n'ont toujours pas eu? Non, il leur manque 25 000 €. Donc, ce qui est énorme. Et donc, ils ont toujours encore des difficultés, mais ils gardent le moral et le courage pour s'en sortir. Ludivine et Christophe ont toujours forcément des soucis financiers pour finir de rembourser la ferme, malgré qu'il n'est plus agriculteur et qu'il a repris un travail à l'extérieur. Mais pareil, ils gardent le moral et ils avancent. Et Stéphanie et... Alors Stéphanie et Yannick, pareil, ils continuent à avancer aussi. Ils vont changer de direction puisqu'ils arrêtent de traire à la fin du mois. Là. Ça va pas être facile, ça? Non, c'est pas facile. Donc ça va. Ils vont rester agriculteurs, mais ils vont prendre un tournant différent pour essayer de s'en sortir. Mais c'est du coup un rythme de vie qui change, j'imagine. Oui, complètement. Je pense que d'arrêter de traire matin et soir, ça doit être compliqué quand on a été habitué à faire ça pendant plusieurs années. On doit se sentir assez perdu. Oui. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? C'est né d'où? Alors ça fait 9 ans. Je pense que mes parents m'ont transmis la passion quand même assez facilement. Mon père était un grand amoureux de son métier. Donc, Petite, vous traîniez déjà Pas forcément, puisque j'ai travaillé dans les chevaux. Avant, mes parents m'ont donné d'abord la passion du cheval avant la passion de l'agriculture. Donc j'ai eu plusieurs années de travail dans les chevaux avant de venir à la ferme. Mais en fait, c'est en m'occupant de mes animaux, en développant mon exploitation, que la passion a de plus en plus augmenté. Justement, gérer seul quand même une exploitation, c'est un choix qui n'est pas facile. Non, mais je suis relativement bien entourée. Et je ne remercierai jamais assez les gens qui m'entourent de m'avoir donné la force d'être là et de faire ce que je fais aujourd'hui et d'avoir l'exploitation telle qu'elle est aujourd'hui. Mais pour une femme qui dirige seule quand même une exploitation, c'est... Oui, je pense que oui. Mais bon, ça se fait. C'est respect quand même, hein. Il y en a beaucoup des femmes comme vous ou pas? Vous en connaissez beaucoup? Oui, il y en a. Après, c'est vrai qu'elles sont rarement à la tête de leur exploitation. Elles sont souvent associées avec leur mari ou leur frère, etc. Mais il y en a quand même quelques-unes, c'est sûr. C'est quoi une journée à la ferme pour vous? Ça se passe comment? Le matin, je me lève, je soigne mes animaux. À quelle heure? 6h30. Quand même. Donc voilà, je soigne mes animaux et puis c'est la première chose qu'on fait. Et puis après, on fait différentes tâches tout au long de la journée. Et en hiver, le soir, on resoigne nos animaux avant de rentrer chez nous pour 18h30, 19h le soir quand même chez moi, c'est... Voilà. D'accord. Et après, il y a l'administratif à faire, des choses comme ça? Ah oui, ça fait partie... en moyenne, il y a entre 3 et 4 heures de bureau par semaine. Parce qu'on doit marquer exactement tout ce qu'on fait au jour le jour. C'est demandé par l'État administrativement. Donc, plus à côté, régler les factures, etc., classer les factures. Et samedi et le dimanche, c'est pareil? Samedi et dimanche, c'est pareil. Bon, le dimanche, on arrive quand même à prendre un petit peu plus de temps. Vous vous levez à 7h? Oui, pareil. Petite folie. Voilà. Anne Gazburger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci beaucoup pour ce documentaire, pour cette parole recueillie qui est vraiment passionnante. On a tout à fait ressenti combien ces familles et ces agriculteurs et agricultrices aimaient leurs bêtes et leurs terres. Mais on a mesuré pour une fois, et c'est pas très fréquent, la souffrance de ceux qui vivent avec eux quand ils sont en souffrance. Ça, c'était impressionnant. C'était important pour moi, et je pense nouveau, de faire entendre la voix des femmes et la voix des familles. Au-delà des chiffres, au-delà de cette crise dont on parle et dont on parle encore depuis des années, j'avais le sentiment par avance, et en tout cas j'ai été absolument convaincue quand je les ai rencontrées toutes les quatre, que ces héroïnes-là, et je mesure mes mots, seraient capables de nous livrer toute cette intimité qui fait que
leur parole serait universelle, qu'on soit agriculteur ou qu'on ne le soit pas. Elles pourraient nous transmettre leur passion, l'amour d'une terre qui est notre bien commun à tous, ce qu'elles ont envie de transmettre à leurs enfants, ce qu'elles ont envie de dire, de leur savoir-faire, de la beauté d'un métier, de ce dont elles ont hérité de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et je trouvais... Enfin, moi, j'ai envie de faire des films d'amour. Et même dans les situations les plus douloureuses, et Dieu sait si le monde agricole vit une situation très très douloureuse depuis des années, je pense que raconter l'amour des bêtes, raconter l'amour des paysages et raconter ce savoir-faire permet à chacun d'entre nous de s'interroger sur ce qu'on est comme citoyen, ce qu'on est comme consommateur et ce qu'on est aussi, puisque évidemment je parle d'amour, mais j'ai nécessairement, comme beaucoup d'entre nous, une grande colère. Leur colère, elle l'exprime avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de finesse. On n'est pas dans un film militant au premier degré. On est dans un film qui part d'une colère qui nous est commune, que nous ne pouvons pas sacrifier ce qui a fait une partie de l'histoire de notre pays, ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Et donc, j'avais envie que cette parole soit une parole intime, qui nous fasse vivre exactement ce qu'ils vivent chaque jour en famille, dans leur travail, mais aussi dans l'intimité de leur couple, des relations avec les enfants. Avec les enfants, ça c'est tout à fait rare, voilà. Quand on voit ce petit garçon qui joue à la ferme dans sa chambre et qui montre en fait les fragilités du travail de son père et en même temps la façon dont lui veut perpétuer ça, c'est hallucinant. Et cette manière dont avec son petit camion, son petit tracteur, voilà, il charge du gravier pour venir aider à entretenir la ferme de son père. Voilà, ces gens... Marina, ne sont jamais dans la représentation. Ces gens ne sont jamais... Ils sont dans le don de soi à une terre, à des bêtes, et avec l'envie, pour ce film, de partager. Et c'est comme ça que nous avons passé accord, j'ai envie de dire, et que nous nous sommes rencontrés dans l'envie de partager avec le plus grand nombre. C'est des vraies paroles, ça c'est sûr. Ce qui fait la richesse de cette beauté, et aussi, et j'insiste, parce que la colère dont je parlais, elle vient interroger les responsables économiques et politiques locaux, sur les territoires, vient interroger l'État sur ce qu'il est absolument impérieux de faire, c'est-à-dire remettre les choses à plat. Charlène le dit très bien, on ne va pas d'un coup de baguette magique révolutionner les choses, mais petit à petit, il faut se mettre autour de la table. On va en parler effectivement, et on va en parler des causes évidemment de ce malaise. Mais d'abord, on revoit un extrait du documentaire. C'est Ludivine qui se confie sur la peur qu'elle a éprouvée quand son mari envisageait de se donner la mort pour résoudre tous les problèmes de la ferme. Écoutez-la. Non, mais ouais, non, on y a tous pensé. Ça m'est arrivé, moi, d'aller au bardage et puis de dire, putain, le tracteur, il tourne, mais il bouge pas. Et d'aller voir, entre les lattes du bardage, voir s'il bougeait, il gravitait autour de son tracteur. Il dira, ah, maman, quand est-ce qu'on mange? J'en ai marre, j'ai cherché papa, papa, reste là. J'y vais. C'est alors déjà perdre son père, mais en plus retrouver son père. Enfin, voilà. Il y a trop de gamins qui ont retrouvé aussi leur père ou leur mère pendus ou quoi. Hein. Marie Le Gallvoet, bonsoir. Ça. Oui, j'imagine bien. Donc je vais vous présenter, ça va vous donner le temps de récupérer un peu, puisqu'on va parler de votre frère. Vous avez eu la douleur de le perdre. Il s'appelait Jean-Pierre, il s'est donné la mort en décembre 2016. Il était agriculteur à Moréac, dans le Morbihan. Il exploitait avec votre autre frère André la ferme familiale, avec des vaches laitières, des cultures. Est-ce qu'avant ce geste désespéré et ultime, il vous avait parlé de son malaise? Est-ce qu'il l'avait exprimé? Oui. Ah, moi. Excusez-moi, c'est un petit peu... Je ne pensais pas, mais là, tout me revient un petit peu. Non. Longtemps avant, il avait... 2 mois avant, en fait. On était très proches, lui et moi. Et 2 mois avant, il m'a appelé en me disant... en me parlant de ses problèmes et que ça n'allait plus. Qu'il dormait plus. Et c'est vraiment dur. Hein. On va essayer de comprendre pourquoi il est arrivé là. Le début des difficultés, c'était la fin des quotas laitiers. C'est là où ça a commencé à basculer. Oui, voilà. Ouais. En fait, depuis avril 2015, ils ont supprimé les quotas laitiers. Et puis jusque-là, tout allait bien. Ils avaient énormément investi parce qu'il faut savoir que c'est des garçons qui sont installés en 93 en GAEC. Et avec un petit atelier laitier en production laitière, ils avaient que 20 000 litres
de lait au départ. Pour ceux et celles qui connaissent un petit peu la partie agricole, c'est rien, autant dire rien. Et ils étaient arrivés donc il y a 2 ans à 500 000 litres de lait. Donc c'était un travail, à force de travailler, de s'être battu, et puis par aussi amour, comme tu disais tout à l'heure, l'amour de la terre, l'amour de leur travail, quoi, tous les deux. Moi j'étais très fière d'eux, franchement. Et je les encourageais tout le temps, quoi, tout le temps. Et donc après la fin des quotas en 2015, là, donc ça a été une descente aux enfers très rapide en fait. Hein. Ils ont demandé de l'aide Ils ont demandé de l'aide, oui, mais c'est compliqué d'en parler parce que pour moi ils n'ont pas été entendus. Il y a tous les intervenants qui existent autour. Pour moi, ils n'ont pas été suffisamment présents. Il n'aurait jamais dû partir, mon frère, jamais. Ça, c'est clair. Quand il m'a parlé 2 mois avant, où vraiment il était à bout, mais moi, j'avais pas perçu qu'il était à ce niveau-là. À ce point-là, oui. Non, je l'ai directement amené voir le médecin. Est-ce qu'il a caché? Parce que bon, c'est tellement l'agriculteur est tellement taiseux, donc je pense qu'il a caché aussi une partie à son médecin. Et parce que je lui ai demandé, mais enfin moi, en discutant avec lui, je lui disais bon Jean-Pierre, je pense que tu fais un burn-out, va tout de suite voir ton médecin. Et lui, en te posant un certain nombre de questions, il jugera et on verra après. Et puis je lui ai dit, écoute, c'est pas grave. Je dis, tout le monde aujourd'hui dans sa vie fait 1 ou 2, voire plus, et puis ça n'a rien d'important. Je dis, mais reste pas comme ça. Quand vous dites ils sont taiseux, c'est quoi? C'est de la fierté ou c'est quoi? C'est l'incapacité de parler, en fait, de dire? Ouais, tout petit en fait. Mais moi qui suis la sœur, qui est baignée, qui fait mes études aussi agricoles, on nous disait, il faut toujours montrer que tu sois forte et le meilleur. Faut pas te plaindre, jamais te plaindre. Et tout va bien. Et puis il y a l'entourage aussi. Il faut pas que ça se sache. Et moi, depuis mon combat, c'est celui-là de parler. Quoi, il y a aucune honte à parler. C'est pour ça que je vous admire dans ce que vous avez fait, parce que je me dis mais chapeau, quoi. Elles ont eu le courage. Moi, j'ai essayé de faire des actions, de mettre en place des choses depuis. Y a personne qui suit, quoi, parce que tout le monde a peur. Des qu'en dira-t-on, le banquier, qu'est-ce qu'il va penser, le voisin, mais qu'est-ce qu'il va dire, les COP, mais qu'est-ce qu'elles vont dire, alors que ce serait tout l'inverse. Voilà, il faudrait vraiment. Et moi, c'est un exemple à suivre de ce qu'elles ont fait, quoi. Chapeau, quoi. Alors, en plus de l'horreur de ce que vous avez vécu, vous nous avez dit qu'après la mort de votre frère, il fallait prendre en moins de 4 jours la décision de continuer ou pas la production de lait. Oui, exact. On a eu... donc il est décédé un mercredi. On avait jusqu'au lundi pour prendre une décision, à savoir si la laiterie nous a demandé de réfléchir et de leur donner au bout de 4-5 jours, effectivement, notre avis sur... soit on continuait l'activité laitière ou soit on arrêtait tout, quoi. Et une personne en moins, donc c'était impossible. Après, on n'a même pas eu le temps de faire des projections financières, économiques, ni on savait rien. On était tellement, et mon frère, il était perdu, quoi, mon frère. Donc c'est vraiment encore émouvant. Hein. Et vous êtes très proche de votre frère, donc vous avez beaucoup parlé. Et je lui ai dit, de toute façon, la première chose que j'ai dit, écoute, il s'appelle André, je dis André, quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Et tu me parleras. Ouais, et quelle que sera ta décision, si tu veux arrêter, je serai là. Si tu veux continuer, je serai là, mais c'est toi qui décideras. Et même aujourd'hui, 1 an après, c'est toujours compliqué parce qu'on ne sait pas ce que sera l'avenir encore. Parce que la première année, il y a la prise en charge des prêts. Là aussi, ça a été un combat, mais de tous les jours et de tous les côtés, quoi, à tous les niveaux. Ça a été. Je dis heureusement que je suis courageuse. J'ai mené d'autres combats auparavant parce que je me dis bon sang, c'est pas possible, quoi. Je me demande comment, quand une des collègues disait comment il tient. Faut vraiment être fort, parce que Jean-Pierre était très fort. Moi, c'est quelqu'un de très fort, qui était passionné et qui était tout le temps à me remonter le moral en plus. Parce que moi, dans mon travail extérieur, des fois, je me dis, j'avais des coups de Trafalgar. Je venais tous les lundis, c'était notre rituel. Tous les lundis, je venais les aider un petit peu. Vous êtes très très proche. Ah oui. Il se confiait, moi je me confiais, je parlais de mes soucis, et puis des fois il me remontait le moral. Je me dis mais attends, c'est rien, viens un petit peu voir ce que nous on vit ici au quotidien, et te plains pas quand t'as un salaire tous les mois. Je dis oui, c'est vrai. Et moi je lui disais oui, mais tu sais, ta liberté elle n'a pas de prix. Et puis je lui disais tout le temps, mais tu sais, à force de semer, tu finiras toujours par récolter. Et alors aujourd'hui, ça va comment l'exploitation ?
C'est compliqué parce qu'on ne sait toujours pas où on va aller parce que j'ai échangé un petit peu avec le monsieur de Solidarité Paysan. On n'a pas eu du tout d'accompagnement par les organismes qui devaient être là pour nous aider, même en ayant rencontré. Qui va nous en parler, qui accompagne effectivement et ceux qui sont en difficulté. Et pourtant, j'ai frappé à toutes les portes, j'ai écrit au ministre de l'Agriculture qui m'a reçu. À l'époque, c'était Stéphane Le Foll. Il a fait son travail. Il a fait redescendre l'information, mais c'est triste la façon dont le suivi est fait derrière. Il n'y a personne. On va entendre, je pense, de l'espoir quand même. François Purcell, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue spécialiste du monde agricole. Ce dont on parlait, Marie, cette réticence des agriculteurs à se confier à propos de leur malaise, leur fierté, éventuellement leur difficulté à dire les souffrances, c'est quelque chose que vous avez constaté de manière générale dans ce monde ? Oui, alors c'est dû au fait qu'en fait, d'une certaine manière, cette fierté vient être contrebalancée par des pesanteurs administratives, des controverses qui traversent aussi la profession. On a des hommes, essentiellement, à la tête de ces exploitations, qui ne savent plus où ils vont, d'une certaine manière. Ils sont dans une indétermination de leur position sociale. Et ils sont moins reconnus qu'avant ? Ils ont du moins le sentiment d'être moins reconnus, même si les Français les apprécient, les aiment, les sondages d'opinion en témoignent. Malgré tout, ils ne savent plus de quoi demain sera fait. Mais est-ce que c'est lié aussi éventuellement au fait qu'ils sont moins intégrés peut-être à un village qu'avant, à des choses comme ça, qu'ils sont plus isolés? Alors, ils sont entrés définitivement en minorité au sein même des espaces ruraux. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour une population qui constituait la majorité de la population française il y a encore un siècle. En un siècle, on a perdu 4,5 millions d'actifs en agriculture. Entre les deux derniers recensements, on a perdu 20% des exploitations françaises. Et donc, il y a ce sentiment-là d'avoir été une majorité à un moment donné, choyée, et de n'être plus rien, d'une certaine manière, dans des espaces ruraux où l'activité même est controversée. C'est-à-dire que le métier ne va plus de soi. Être éleveur, faire de la viande, faire du lait, c'est controversé. Et ça, c'est quelque chose qui bute sur une fierté, un amour du métier, parce que la plupart des agriculteurs aujourd'hui, contrairement à leurs parents, qui étaient des paysans, ont choisi ce métier, ont désiré ce métier. Et ils ont du mal à accepter qu'on puisse remettre en question à la fois cette liberté d'entreprendre et cette passion qui est viscéralement attachée, non pas et non plus à des exploitations familiales, mais à ce qui demeure une affaire de famille. Et je trouve que ce qui est très intéressant dans le documentaire, c'est qu'on voit bien que peut-être que l'exercice du métier n'est plus familial, mais l'agriculture demeure véritablement une affaire de famille. François Boujard, bonsoir. Vous avez vous-même été agriculteur, producteur de lait pendant 30 ans. J'ai dit quoi? J'ai pas dit Patrick? Non, pas François, mais c'est pas grave. Pourquoi? Vous présidez, j'ai aucune raison en plus, l'association Solidarité Paysan qui accompagne, alors je ne sais pas s'il faut dire les agriculteurs ou les paysans en grande difficulté, c'est comme vous voulez. C'est un témoignage, j'imagine que vous avez déjà rencontré, le témoignage de Marie. Alors, on est relativement peu confrontés, nous, à Solidarité Paysan, à des situations de cette nature. C'est-à-dire que généralement, les gens appellent après, quand il y a eu un acte de cette nature, pour aider à l'accompagnement de l'exploitation. On a été confrontés cette année, je crois, dans 2 associations à des situations de cette nature. Et là, ça fait vraiment du dégât, y compris auprès des accompagnants qui ne comprennent pas ce qui s'est passé et qui portent une partie de la culpabilité de la chose, quoi. Donc voilà, en gros... Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un va mal, vous le disiez, il n'y a personne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu quand un agriculteur va mal ? Ah ben, les seules choses, au niveau administratif, il y a 2 choses de prévues. Vous avez ce qu'on appelle l'écoute agri qui a été mis en place en 2011, qui est un numéro délégué pour l'écoute des agriculteurs en difficulté. Mais on sait bien, quand on est dans l'état du frère de madame, que c'est pas 5 ou 6 minutes qui va effectivement régler le problème. Et il y a aujourd'hui, depuis le dernier plan, le plan Valls d'aide à la crise, la MSA, avec des fonds d'État, a mis en place ce qu'on appelle le répit, qui est un outil permettant aux agriculteurs de prendre du recul par rapport à leur situation, de partir quelques jours en vacances et éventuellement de rentrer dans un cycle de formation qui permette de réfléchir au devenir d'exploitation. Mais c'est tout ce qui existe. Alors vous vous occupez de combien de familles ?
Alors sur le réseau en France, on accompagne 3000 familles par an. Et qui vous contacte? C'est l'agriculteur lui-même? Alors voilà, nous, il y a un postulat de départ, c'est on n'intervient jamais sur l'appel d'un tiers, c'est toujours une démarche de l'agriculteur. D'accord. Ça s'est mis en place parce qu'effectivement, on considère que, il faut reconnaître la situation dans laquelle on est, et deux, il faut signifier qu'on est en marche pour effectivement essayer de trouver des solutions. Et donc, le postulat, c'est il faut appeler. Alors, il arrive très souvent quand même que les partenaires avec lesquels on intervient, les gens des assistantes sociales de la MSA, un certain nombre de techniciens, les ARC, quand ils voient que les choses vont pas très bien, donnent le numéro de téléphone de Solidarité Paysan en disant à rappeler. Mais il faut qu'il y ait une démarche de l'agriculteur. Ouais. Et on imagine bien que quand il vous appelle, et c'est le cas du frère de Marie, c'est bien sûr vraiment un état dépressif, mais qui est lié au fait, en général, que ça ne tient plus, que le financement n'est plus possible, qu'il n'y a plus d'argent, qu'ils sont épuisés. Donc, vous réglez ça. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'un problème humain, il y a un vrai problème de gestion. Sur cette question-là, moi, je suis un petit peu gêné qu'on raccourcisse les problèmes des agriculteurs aujourd'hui à des questions économiques et financières, à la crise. Parce qu'on sait que ce qui est en jeu, enfin, l'expérience qu'on a de l'accompagnement, et nous, on a commencé à voir ça émerger en 2006. On s'est posé la question de la souffrance au travail parce qu'on les bénévoles, les salariés qui intervenaient chez les agriculteurs trouvaient que ça devenait compliqué, qu'il y avait des champs sur lesquels les agriculteurs s'exprimaient qui n'étaient pas pris en compte, les gens qui allaient chercher leurs enfants à la cantine parce qu'ils ne pouvaient pas payer. Et donc on avait effectivement une souffrance qui était bien plus large que les questions économiques. Et donc il a fallu effectivement qu'on élargisse le champ d'intervention chez les agriculteurs pour prendre en compte la totalité de ces dimensions. Et c'est vrai qu'on ne peut régler les questions économiques que si, à un moment donné, on a pu écouter la souffrance de l'agriculteur sur l'exploitation. Je voulais juste ajouter un truc sur le documentaire. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que le gros intérêt de ce documentaire, c'est de montrer le rôle des femmes. Nous, on constate dans le réseau qu'effectivement, souvent, la première démarche est initiée par les femmes. C'est-à-dire que l'homme, il est centré sur son boulot, il est généralement le responsable du fonctionnement technique de son exploitation, et la culpabilité est plus importante pour lui, et il n'a pas à gérer le quotidien de l'exploitation. Et souvent, on est confronté, pas confronté plutôt, mais la première démarche vient effectivement des femmes. Quoi. On va regarder un nouvel extrait du documentaire. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Bon courage. Merci. À votre frère et à vous. On va regarder tout de suite Astrid, qui était en visite au marché de Rungis. Pardon ? Oui, bonjour. Bonjour, est-ce que je peux vous poser quelques questions ? Oui, vous pouvez, oui. Je suis agricultrice. D'accord. Et je voulais savoir un peu comment se passait la chaîne de chez moi à chez vous. C'est par un intermédiaire qui est envoyé directement ici. C'est indiscret, mais la marge de prix, vous n'allez pas me dire ? Non. Après, les veaux, en ce moment, coûtent cher. D'accord. Dans des bons veaux, il faut compter minimum 10 €. Parce qu'il y a un manque, vous avez un manque du coup ? Un manque de très bons veaux, D'accord. La production, il y en a de moins en moins. Et au niveau de la traçabilité ? C'est marqué. Vos limousins, le label, ok. voilà, le numéro de veau. D'accord. Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Il n'y a pas de souci. Bonne journée. Merci. C'est pas le même morceau. Non. Né en Belgique, élevé en Belgique, abattu en Belgique, découpé en France. Elle est juste découpée en France, c'est tout. Et donc Oui, il est... Ah oui, du coup là c'est... Ah mais non, suffit. Il a raison, regarde, c'est marqué FR. C'est dégueulasse quoi. Donc là le mec il achète de la FR alors qu'elle a été élevée en Espagne. Alors Astrid, honnêtement, j'ai découvert ça. Je ne savais pas. Ça vous révolte, ça ? Ah bah oui, parce que ça veut dire que toute viande, à partir du moment qu'elle est transformée sur le sol français, prend l'appellation FR. Donc le consommateur est trompé. Mais les pratiques sont tellement peuvent être différentes, vraiment ? Les pratiques, c'est-à-dire est-ce que ah oui, complètement. Oui. Ah bah oui, complètement. Même au sein de l'Union européenne, nos types d'élevage sont pas du tout homogènes. Enfin, on n'a pas du tout les mêmes contraintes. La France est un pays qui impose quand même beaucoup de contraintes au niveau du bien-être animal et de l'environnement. Oui, c'est pas vrai dans toute l'Union européenne, ça. Ah non, pas du tout. Non, il y a des grosses disparités sur toute l'Union européenne, avec des pays très proches comme l'Espagne, où voilà, ils n'ont pas du tout les mêmes plans au niveau d'épandage des effluents, etc. Et donc ils n'ont pas les mêmes contraintes, et donc l'investissement n'est pas le même. Donc on peut vous juger sur des pratiques qui ne sont pas les vôtres, en l'occurrence. Voilà, exactement. Et puis en plus, surtout que là, à Rungis, c'est quand même une aberration de pouvoir mettre FR sur une viande qui a été élevée et née dans un autre pays que la France. Et le consommateur, lui, pense acheter de la viande française. Donc là, c'est
quand même vicieux de la part des transformateurs. Oui. François Purcell, on a un peu de mal à bien comprendre les causes de cette crise du monde agricole. On se demande, parce qu'il y a tellement de choses qui interviennent, il y a la crise identitaire, il y a l'économie, il y a le sanitaire, il y a le climat aussi aujourd'hui. Tout à fait. Donc on s'y perd. C'est quoi? C'est une accumulation de choses? Oui, je pense que les agriculteurs ne font pas qu'ensiler du maïs. Ils ensilent aussi bon nombre de problèmes. Aux crises économiques s'ajoutent des crises sanitaires à répétition. Quand ça va bien sur le plan économique, il y a un problème de controverse autour des pratiques. On le voit, c'est pas forcément non plus qu'une question de modèle. On a dans le documentaire un exemple assez flagrant des efforts qui sont accomplis par les agriculteurs en reconversion bio, mais qui ne sont pas forcément accompagnés, qui ne touchent pas forcément les subventions. Ou avec 3 ans de retard. Voilà, dont les troupeaux sont disséminés parce que, il y a des problèmes de mycotoxines dans l'ensilage qui n'est pas traité. Et on peut s'interroger sur l'accompagnement, justement, dans ces efforts-là. Puisque on a des agriculteurs qui, contrairement à ce qu'on peut penser, font des efforts et qui ont du mal à trouver aussi des soutiens pour, justement, adopter des transitions auxquelles ils ont pensé, c'est-à-dire qu'ils ont conscience de toute façon qu'il y a de nouvelles demandes, de nouveaux marchés, qu'il faut répondre peut-être différemment à certaines contraintes. Et très souvent, au moment même où ils font ces efforts, la crise économique arrive ou l'arrivée de produits qui émanent de secteurs d'activité portés par des logiques très différentes aujourd'hui. Ça veut dire que vous êtes d'accord ou pas avec Christophe Castaner, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, qui qualifiait le modèle agricole français de dépassé, totalement dépassé d'ailleurs, il a dit. Et je pense que, en fait, c'est une fausse bonne remarque. Je pense qu'il n'y a pas forcément de modèle agricole à la française aujourd'hui. On a à la fois une population qui est entrée en minorité. Mais au moment où elle entre en minorité, elle est de plus en plus diverse, de plus en plus éclatée. À côté des agricultures familiales, à la française, auxquelles on pense, avec un papa, une maman et des enfants, coexistent des agricultures en situation de grande souffrance, de subsistance. Et à côté de ces agricultures... il y a une grande diversité, en fait. Oui, des agricultures de firmes, hautement capitalistes. Et la question qui se pose est de savoir comment les politiques peuvent répondre à ces enjeux de coexistence. C'est-à-dire que la question qui est posée, c'est pas celle du modèle, c'est de l'accompagnement d'une diversité de situations. On n'a jamais eu autant de diversité dans cette profession agricole. Les écarts de revenus vont de 1 à 5. Ce qui est rare quand même. Hein. Et la question qui est posée aux politiques aujourd'hui est de savoir quels sont les instruments qu'ils peuvent mettre en œuvre et qui ne relèvent pas forcément d'une politique économique, mais de politique territoriale, de politique commerciale, voire sociale, pour accompagner cette diversité. Parce qu'on le voit bien, tous les agriculteurs ne font pas ce métier pour les mêmes raisons et ne souhaitent pas conquérir tous les mêmes marchés pour les mêmes raisons. Et donc il faut aujourd'hui, et ce n'est pas évident pour les politiques ni même pour les organisations professionnelles, trouver justement des solutions différenciées, notamment à l'échelle régionale, pour mieux accompagner justement des situations très très diverses. Le modèle agricole, il vous paraît dépassé, le modèle agricole français? Non, on ne dit pas dépassé. Il y a des vrais changements à faire, certes. Qui sont en train de se faire? Qui sont en train de se faire, qui sont déjà en marche. Moi, je connais pas à l'initiative des agriculteurs. Hein. Ah oui, moi je ne connais pas un agriculteur qui n'essaye pas de modifier des choses sur son exploitation pour ne serait-ce que déjà permettre de gagner correctement sa vie. Et deuxièmement, dans le respect de l'environnement et des animaux, puisque c'est ce que le consommateur veut. Donc l'agriculteur est tout à fait prêt à coller avec ce que demande le consommateur. Et moi, je pense que c'est à l'État d'essayer de chapeauter un peu une table où on met les agriculteurs, les transformateurs et la grande distribution ensemble, prêts à trouver des accords, à faire produire des contrats qui permettraient demain à ce que, en partant du coût de production des agriculteurs, pour que demain les agriculteurs vivent de leur métier et donc n'aient plus de problèmes sociaux comme on peut avoir aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous voulez faire évoluer? Qu'est-ce que vous avez fait évoluer, vous, dans votre exploitation? Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler en direct avec une grande surface. Donc, vous êtes allé la chercher, cette... C'est un peu des deux. On s'est trouvés, dirons-nous. Et donc, voilà, j'ai un lien particulier avec le propriétaire de ce magasin qui m'achète ma viande en direct, sans intermédiaire. Je vais concrètement livrer 2 bêtes jeudi matin à l'abattoir qui leur sont destinées. D'accord, et donc financièrement c'est intéressant? Oui, puisqu'ils me valorisent en moyenne 1 € plus cher que le marché mondial. Donc ça me permet un petit peu de sortir la tête de l'eau. Et vous avez diversifié aussi ce que vous faites? Eh ben oui, puisque de toute façon, moi j'ai pris l'exploitation, il n'y avait pas de production bovine. Et donc j'ai créé le troupeau
pour justement avoir 2 productions. Donc, parce que la diversification permet quand une va mal, l'autre peut aller mieux, et donc ça fait un peu la balance pour réussir à s'en sortir. Alors, au Conseil des ministres, le projet de loi alimentation annoncé par le ministre de l'Agriculture prévoit expressément, il l'a dit, de permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Ça vous va, ça ? Ça me va, voilà. Non, mais complètement, ça me va. Après, je demande à voir concrètement, puisque des promesses, on en a eu de tous les États, enfin tous les gouvernements qui sont passés aux mains de la France. Et donc, voilà, je pense que, oui, on y croit, mais voilà, on veut du concret. Ce dont vous parliez du regard qu'ont les Français et la société vis-à-vis de votre travail, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que ça a évolué. On vous demande effectivement, on dit effectivement que vous gagnez le mieux possible votre vie, que la viande soit bonne, etc. Mais en plus qu'on ne maltraite pas les animaux. Enfin, il y a une exigence, on a l'impression, de la société qui a évolué aussi, qui est difficile pour les agriculteurs. Je crois qu'elle n'est pas si difficile que ça, c'est-à-dire qu'effectivement, et c'est comme dans plein de domaines, on se focalise aussi beaucoup pour les quelques excessifs dans telle ou telle profession qui sont arc-boutés sur des vieilles traditions avec un discours un peu passéiste, et on oublie de regarder, et c'est pour ça qu'elles m'ont aussi passionnée, intéressée. Oui, l'amour des bêtes, on le voit. Voilà. Mais même ce qu'Astrid ne dit pas non plus, et ce qu'elle m'a raconté, et ce que je l'ai vu faire, c'est qu'elle diversifie ses cultures, elle va chercher peut-être aussi des anciennes semences, des choses qui peut-être sont moins fragiles. Elle diversifie ses cultures parce que si effectivement la météo est moins clémente avec je parle sous ton contrôle évidemment, avec telle ou telle céréale, et peut-être qu'une autre est plus résistante. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, comme elle, et qui ne le font pas savoir, de la même manière que vous disiez très justement, monsieur, on n'appelle pas pour tout un tas de raisons. D'abord parce qu'on est la tête dans le guidon dans son travail, qu'ensuite on a honte, qu'on ne le raconte pas déjà à ses plus proches. Alors, passer un coup de téléphone à un numéro d'urgence ou à la mutualité sociale agricole, la MSA, c'est quand même une démarche très importante. Donc, de la même manière, on ne se vante pas. C'est un monde taiseux, madame le disait, mais c'est aussi un monde d'une modestie immense qui fait qu'on ne sait pas tellement faire valoir son travail, et que de ce point de vue, j'ai trouvé que Astrid, en étant une personne très très modeste et vraiment d'une finesse rare, sait faire valoir son travail avec de la douceur et avec aussi beaucoup de fermeté. Et pour revenir sur la question de finalement, qu'est-ce qui sauverait l'agriculture aujourd'hui On a bien compris que ce n'est pas un modèle agricole unique. C'est un vaste chantier, mais je pense qu'il y a une chose essentielle et que tout le monde, tous les gens qui nous regardent peuvent comprendre, c'est que si on part du prix du coût de production, quand Stéphanie dit dans le film « Mon lait me coûte 32 centimes à produire », il est acheté, à l'époque, c'était 29 centimes. Oui. Voilà, on part de 32 centimes et on commence par discuter sur cette base-là et pas sur une autre. Et je pense qu'effectivement, c'est important que les acteurs locaux, territoriaux dont vous parlez et l'État fixent maintenant des règles. C'est-à-dire que l'Europe fixe des règles, nous sommes dans un marché européen que les agriculteurs ne contestent absolument pas, que les citoyens... Oui, mais on sait que certains pays payent des amendes pour ne pas respecter les règles. Donc ça fausse un peu le jeu quand même. Ça fausse le jeu. Donc effectivement, il y a sans doute, très franchement, le rôle de l'État qui, sur la table européenne, doit sans doute taper du poing sur la table pour faire en sorte que tout le monde soit logé à la même enseigne, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi, au sein même de notre pays... des signes forts à envoyer. Et autour de la table dont parlait Astrid, les intermédiaires, la grande distribution... c'est à l'État de fixer des règles. Ça n'est pas à la grande distribution qui se livre une guerre acharnée, une guerre des prix terrible, de fixer les règles du jeu. C'est en tout cas ce que je crois. Oui. Et je rajouterai juste un point, aux consommateurs d'accepter de payer le prix. Puisque cette coexistence de différents modèles, elle a un prix, elle a un coût. Et il faut que les consommateurs français qui apprécient à juste titre le travail des agriculteurs, reconnaissent que ces efforts-là ne sont pas gratuits, ne peuvent pas être gratuits. Et donc, je pense que c'est aussi aux consommateurs d'accepter ça. Et il faut évidemment qu'il y ait une répartition de la valeur beaucoup plus juste. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, qu'il y a non pas une exploitation, mais différents types d'exploitation, différents types de revenus, etc., ça complique quand même le rôle possible des autorités. Oui, effectivement, quand la politique agricole a été mise en place en 1957, puis les grandes lois d'orientation en 60-62 en France, effectivement, la mise en place d'une politique agricole était beaucoup plus facile. Il y avait un seul type de structure d'exploitation. Et donc, il était beaucoup plus facile de penser un modèle d'accompagnement.
Or, on le voit avec l'élargissement de l'Union européenne, du côté de l'Est, eh bien, on a une grande diversité de structures d'exploitation, ce qui rend caduque, comme je disais tout à l'heure, l'usage d'instruments uniques pour accompagner cette diversité. Pour vous, les pistes, c'est aussi ce que dit Astrid, c'est de diversifier, de négocier des circuits courts, de négocier d'autres contrats, c'est quoi? Moi, je suis un peu circonspect sur le raisonnement qui consiste à dire on part des coûts de production, parce que vous avez autant de coûts de production que vous avez de producteurs. On a vu en 2006 arriver, nous, pour la première fois, Solidarité Paysans, des jeunes installés, des paysans de moins de 5 ans d'installation, bardés d'emprunts et incapables de passer la crise, parce qu'à cette époque-là, les coûts de production des jeunes installés devaient être autour de 330 € les 1000 litres et qu'on leur payait 270. Et à 270, un paysan qui a 50 ou 60 ans, qui est près de la retraite, s'il a un système bien calé, il passait. Et donc l'hétérogénéité, voilà, c'est un problème. La deuxième question, c'est sur les initiatives que chaque paysan développe effectivement pour essayer de sauver sa baraque. Ça, effectivement, nous, on voit les choses. Mais on sait aussi qu'on ne multipliera pas à l'infini ces initiatives-là et qu'on a à nourrir une population essentiellement urbaine et qu'on n'aura pas du circuit court qui ira effectivement. Et donc, il faut répondre et à cette demande de circuit court et à cette demande de nourrir effectivement la population. Et on est sur des terrains où les logiques économiques ne sont pas du tout les mêmes. Mais est-ce qu'on accompagne assez ces initiatives personnelles? Eh ben, il existe sur le terrain. Nous, on fait partie d'un collectif d'associations qui s'appelle le Pôle Impact, où il y a dedans, effectivement, des gens qui accompagnent ce qu'on appelle les systèmes pâturants ou extensifs. De notre part, nous, lorsqu'on accompagne des agriculteurs et qu'on pérennise leur exploitation, on a identifié 3 leviers qui permettent aux agriculteurs de se redresser. Le premier, c'est de raccrocher la production au sol, parce qu'une des caractéristiques... C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire aujourd'hui, par exemple, en Bretagne, région de Lamballe, vous avez des ateliers de 300-400 mètres truies qui n'ont rien à voir avec le sol sur lequel on est enlisé. Il n'y a pas de corrélation entre la production de céréales et la production de cochons. Vous avez l'usine d'aliments qui apporte. Donc de raccrocher la production au sol. La deuxième, c'est redonner de l'autonomie. Parce qu'une des caractéristiques aussi du modèle dans lequel on fonctionne, c'est que la charge de travail que les paysans ont acceptée, parce que la seule perspective qu'ils avaient, c'était l'agrandissement et la concentration des moyens de production, ça a été de déléguer les outils de gestion. La comptabilité, les déclarations PAC, les contrôles de croissance, et donc de perdre un peu de maîtrise sur ces outils-là, quoi. Et donc quand on redonne de l'autonomie aux gens, on leur redonne aussi du pouvoir sur l'orientation de leur exploitation, et c'est aussi de pouvoir de recréer du lien autour des paysans, parce qu'effectivement, les gens qu'on accompagne, nous, sont des gens qui sont seuls dans la campagne, et le fait de recréer du lien et de recréer des groupes permet effectivement aux gens de redémarrer. Oui, vous avez raison, mais sur la reprise d'autonomie, encore faut-il former les gens à toute cette paperasserie administrative. Enfin, on s'est bien aperçu, et Marina, vous êtes bien placée pour savoir que dans le domaine de la santé, les soignants sont envahis par l'administratif. Dans le monde paysan, moi j'ai été frappée de voir, et Astrid disait tout à l'heure, 3 ou 4 heures par semaine, c'est parfois plus. Dans des semaines horriblement chargées, quoi. Ou quand on n'est pas formé à ça, c'est-à-dire que... Oui, et puis je pense que, honnêtement... c'est pas l'envie d'un agriculteur que d'aller se mettre derrière l'ordinateur et de cliquer sur tous les petits loquets pour avoir la PAC, quoi. Nous, on n'en a même pas envie de la PAC, quoi. On préférait être payé à notre juste prix et hop, les aides PAC, on n'en parle plus, on n'en a plus besoin, quoi. Les sucrètes d'argent, ça nous intéresse pas. On préférait vivre à la vraie valeur de notre métier et de ce qu'on produit, quoi. Et du coup, les charges administratives... Moi, je vais dire, pour être honnête, je suis contente, pardon. J'aime bien le lapsus, mais allez-y. Je suis contente de déléguer toute la comptabilité. D'accord. Je ne fais que payer et classer mes factures. Je ne me verrai pas enregistrer mes factures. Le boulot monstrueux, j'y passerai mes soirées et j'aurai la tête grosse comme un pavé. Et du coup, je serai plus concentrée sur la technique. Et il y a aussi tout l'aspect technique où on doit être hyper performant quand on est agriculteur pour avoir un résultat. Et qui derrière sera forcément économique. Technique et économique ne sont pas dissociables. La technique, ça s'apprend aussi. La technique, il faut aussi l'apprendre. Il faut l'apprendre. Mais ça, je dirais que moi, je me suis entourée de gens et je suis tombée sur des bonnes personnes. Donc moi, j'ai un technicien bovin croissance, j'ai un technicien grande culture. Je fais partie d'un groupe d'agriculteurs. On est quand même 25, plutôt jeunes agriculteurs même, je dirais, où on travaille sur un peu les grands changements
on essaye de modifier sur les grandes cultures nos pratiques. Donc, par exemple, on met en place des purins d'ortie, purins de prêle, à la place d'utiliser un fongicide chimique, quoi. Et ça, c'est nos initiatives. La Chambre d'agriculture, elle est tenue par des agriculteurs. C'est leur initiative. Alors, quand j'entends les agriculteurs, le modèle agricole est dépassé. Non, je pense qu'au contraire, moi, je veux dire, au contraire, on est tous battants pour s'améliorer et avancer, quoi. Et vous voyez faire ça toute votre vie? Ah bien sûr, oui, j'espère ne jamais changer. Oui. Merci beaucoup. On n'a plus de temps. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus. Merci vraiment pour ce documentaire. On peut revoir le documentaire, évidemment. Enfin, il faut revoir même Les Champs de la colère et notre débat sur le site France TV. François Pursec, je cite votre livre, Le nouveau capitalisme agricole de la ferme à la firme, coécrit avec Geneviève Nguyen et Pierre Blanc. C'est aux éditions Sciences Po Les Presses. Voilà. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, ça va être le 14 février prochain, pour une nouvelle émission du Monde en face. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Avec tout de suite, C'est dans l'air, présenté par Caroline Roux. À très bientôt, au revoir.